Bienvenue sur Nexus, le magazine le plus rebelle dans ce monde de mensonges qu'on essaie de nous imposer. Et aujourd'hui, on reçoit une accoucheuse de voix, Françoise Novak. Je suis allé voir comment elle pratiquait dans son cabinet. Donc, je suis allé sur le terrain directement. Et c'était passionnant. Donc, je lui ai proposé de venir dans nos locaux aujourd'hui pour parler de c'est quoi être accoucheuse de voix. Vous allez voir que ça va bien plus loin jusqu'à notre rythme d'être humain dans une société qui va parfois trop vite, dans une époque où les êtres humains vivent justement dans quelque chose qui n'est pas adapté à la vie. Comment trouver notre chemin de vie? On en parle avec elle tout de suite, juste avant de la recevoir. Je vous rappelle, le dernier Nexus est en kiosque et sur nexus.fr. Et vous êtes toujours invités dans nos 25 ans de Nexus au Théâtre du Gymnase à Paris. Ce sera le 5 septembre. Vous pouvez prendre vos places sur nexus.fr. Bonne vidéo. Bonjour Françoise Novak. Bonjour Romain. Alors qu'est-ce que c'est accoucheuse de voix? Comment on en vient à faire ça? Alors comment j'en suis venue à faire ça, moi? J'ai eu des problèmes de voix à ne plus savoir qu'en faire. Et je voulais régler ces problèmes de voix parce que je voulais chanter. Et puis à une époque, j'ai enseigné, j'ai eu des nodules sur les cordes vocales, donc des problèmes d'aphonie vocale. Donc on aphonie, plus donc du on a tout. pu... Ah oui, ouais. Voilà, pendant des semaines, je ne pouvais plus parler. Pour enseigner, c'est quand même un peu difficile. J'imagine. Et du coup, j'ai dû aller voir un médecin spécialisé qui s'appelle un phoniatre ou une phoniatre. Moi, c'était un monsieur pour l'occasion, qui m'a envoyé, après avoir regardé avec une caméra dans ma gorge comment les choses se passaient. Il a observé que j'avais des nodules sur les cordes vocales, c'est-à-dire comme des durillons sur les cordes vocales. Et il m'a invité à faire une rééducation que j'ai faite avec un monsieur qui est un orthophoniste, qui est à la voix ce que sont les kinés aux problèmes qu'on peut avoir quand on se casse une jambe ou quand on a des problèmes corporels qui doivent se régler. Voilà. Et donc, comment tu le décris? Qu'est-ce que c'est être accoucheuse de voix? C'est une pratique répandue ou tu es la seule aujourd'hui? Pas du tout. Alors, je connais une autre personne qui se dit accoucheuse de voix, mais qui ne fait pas du tout la même chose que moi, à ma connaissance. Et si j'ai choisi ce terme-là, c'est que dans le mot accouchement, il y a sortir quelque chose de son corps. C'est un peu comme la maïotique de Socrate. Maïotique en grec, ça veut dire accoucheuse, donc oui. Sauf que la maïotique chez Socrate, c'est mental, on fait accoucher d'une pensée, alors que là, on fait accoucher de la plénitude d'une voix, dont l'instrument qui produit la voix, c'est le corps. Donc je travaille sur le corps et sur la voix. Le corps étant l'instrument qui produit la voix. Et je ne travaille pas en revanche sur le discours, puisqu'il y a des gens qui font ça très très bien. Et justement, comme la voix précède le discours en termes d'impact, et qu'on peut avoir préparé un discours merveilleux et qui tombe complètement comme un flop, si la voix et la présence qui induit la voix n'est pas au rendez-vous, je préfère m'intéresser à ce qui est primordial au sens strict, c'est-à-dire premier dans l'ordre. Et puis, mes difficultés ont fait qu'aujourd'hui, j'ai une acuité assez rare sur cette problématique-là. Sachant que sur les autres, c'est beaucoup plus facile à voir que sur soi. C'est-à-dire que moi, je continue à régler des problèmes de voix que j'ai, puisque je veux chanter de l'opéra magnifiquement, et que ce n'est pas encore le cas. Mais moi, je ne me vois pas faire. Je ne vois pas quand je tire mon cou, ou que je recule la tête, ou que je me crispe le visage, ou je ne sais quoi. On s'en rend pas compte soi-même en général. Tandis que sur les autres, voir qu'ils ont les dents serrées, qu'ils ont la nuque serrée, qu'ils ont les épaules complètement rentrées, qu'ils utilisent leur respiration au contraire de ce qui est physiologique, ça se voit sur les autres facilement. Moi, ce qui est fou avec... donc du coup, j'ai fait une sorte de séance. Alors, ce qui est dingue, c'est que tu le fais en groupe. Oui. Donc, c'est une forme de thérapie et qui est en groupe. Alors, non, t'aimes pas le terme thérapie? C'est une forme, c'est quand même... Alors, moi, je suis très prudente. Je n'ai pas d'étiquette de thérapeute. Je n'ai pas fait d'études de thérapeutique avec des diplômes. Donc, je ne me dis pas du tout thérapeute. Okay. Je trouve que le terme accoucheuse de voix est très bien pour moi. Et il est clair que ce travail est thérapeutique. Mais
pas seulement, mais c'est pas une thérapie. Oui. Voilà. Mais et alors... je t'en parlais tout à l'heure en aparté. Ouais. Je n'ai pas du tout envie de venir voir chez moi arriver des psychopathes que je ne saurais pas du tout accompagner, parce que justement, je ne suis pas thérapeute. Je n'ai pas les outils. Là où moi je me permettais d'utiliser ce terme-là, c'est que, en tout cas, donc sur moi, sur le moment qu'on avait passé à ce moment-là ensemble, tu as été la première personne pour moi qui vit dans un monde de fou de journalisme et où c'est beaucoup de stress, surtout sur l'actualité stressante, le fait de vivre de devoir survivre en tant qu'entreprise dans un métier précaire. Donc il faut produire, il faut avoir le retour, on court après des likes comme des influenceurs sur Instagram. Et on vit pour couronner le tout sur Paris, qui est une ville où on est tous à se tirer, à se surstimuler. Tu as été la seule personne sur cette année pour moi ou sur d'autres à me dire ralentis. Et quand je croyais ralentir, tu me disais ralentis encore plus. Oui. Et quand je ralentissais encore plus, tu me disais ralentis encore plus. Et c'était dingue parce que c'est fou, c'est pas de parler de la voix pour faire chanteur d'opéra, par exemple. Je suis pas venu juste pour faire des envolées lyriques, mais juste de dire ralentis le pouvoir que c'est à quelqu'un aujourd'hui, dans le monde où, même dans les médias, on est tous à faire « Hey, salut tout le monde, nanana !» Tu sais, avec les vidéos TikTok, il faut toujours aller plus vite. « Hey, vous savez, la nouvelle truc, nanana !» Et c'est fou parce que c'est dingue, c'est presque être un ovni aujourd'hui d'aller lentement. Mais on passe son temps à accélérer pour ne pas sentir ce que l'on vit. On ne ressent rien quand on va à toute vitesse. Donc ça nous aide à oublier que on n'est pas vraiment heureux de faire ce qu'on fait ou ça ne nous convient pas, et surtout tout ce qu'on trimballe d'héritage de choses qui sont difficiles, on met vraiment les traumatismes, tout. Voilà, on met un couvercle dessus et puis on va plus vite que la musique, voilà, pour oublier tout ça. Et quand on ralentit, on commence à sentir son corps, on commence à se sentir, donc déjà on commence à s'incarner. Ça permet aussi de créer des synapses, ça permet d'enrichir son cerveau, parce que du coup, quand on fait un geste à toute vitesse, ce qu'on sent, c'est le début et la fin, mais pas ce qui se passe entre les deux. Alors que le fait de maîtriser un geste, ça demande, comme un bébé qui a appris à manger, au départ, il met tout à côté, et puis il finit par maîtriser un geste qui est de tremper une cuillère dans de la nourriture, par exemple, et le mettre à sa bouche. Et les gestes, quand on les ralentit, on peut arriver à les fluidifier, donc à sentir tout ce que l'on fait, donc à se sentir, ce qui est un plaisir en soi, quelque chose qui nous remet dans nos chaussures et dans une unité entre le cerveau, enfin pas le cerveau, le mental et le corps. Donc on retrouve une unité qui n'est d'ailleurs pas suffisante, parce que c'est le mental, enfin l'esprit, le corps, le cœur, et j'en oublie un autre, l'esprit, voilà. Et retrouver cette unité, c'est un bienfait extraordinaire pour tout le monde. On revient à soi, et je pense que tout le monde devrait se mettre ça au-dessus de son lit en énorme. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est comme ça qu'on peut donner le meilleur de soi-même aux autres, mais en commençant par soi, en s'écoutant, en écoutant ses sensations, et non pas aller au casse-pipe, entre guillemets, à toute vitesse pour aller plus vite et ne pas s'habiter. Ne pas s'habiter. Qu'est-ce que ça crée pour toi, à ton avis, ou dans ce que tu vois surtout, pas dans tes croyances, mais dans ce que tu vois, qu'est-ce que ça crée les personnes justement qui ne s'écoutent pas? Ça peut marcher un temps peut-être, et à la fin, est-ce que c'est ça qui fait des burn-out? Oui, c'est sûr, des burn-out, le fait que les gens n'arrivent pas à dire non, disent oui à tout, cavalent comme des fous, à un moment, de toute façon, le corps a toujours raison. Le corps a toujours le fin mot. Donc on finit par se casser la jambe, par arriver à un burn-out. Enfin, il y a toujours quelque chose qui casse. C'est le corps qui dit stop, là tu m'en demandes trop?
C'est toujours lui qui a le dernier mot. Donc c'est peut-être bien de ne pas en arriver là. Je dis ça, moi je me suis cassé je ne sais combien d'os, hein, donc je sais bien. Donc maintenant tu parles en connaissance de cause. Ah mais oui, justement, je suis accoucheuse de voix parce que tu t'es cassé j'ai fait un parcours et je continue un parcours qui fait que j'arrive à comprendre des choses que je vois chez les autres et par lesquelles je suis passée. Je ne dis pas que forcément ce qui se passe chez les autres, c'est ce que j'ai traversé, mais je peux leur proposer des petites choses et si ça leur correspond, ça va tilter et ils vont réagir et du coup pouvoir changer quelque chose. J'aimais beaucoup ce que disait, je sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais dans ce que tu dis, moi je reconnais ça, Jim Carrey, l'acteur qui après être arrivé sur un succès phénoménal, alors que lui il cherchait à camoufler des traumatismes justement de son passé, est passé par une phase de bouleversement complet et est revenu après avec la philosophie d'Eckhart Tolle à enlever complètement le mental et l'ego et de dire il reste plus rien et ça va bien. Oui. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il dit en fait pour lui la dépression c'est ton corps qui, pour lui, qui est relié le depression, veut dire deep rest, qui vient du repos profond. Selon lui, c'était ton corps a besoin d'un repos profond par rapport à l'image que tu t'es créée de ce que tu as besoin. Ton corps a besoin de se reposer de ce que tu lui fais subir. Oui. Et donc ça, on rejoint l'idée de courir pour ne pas penser... Mais du coup, en fait, en essayant d'oublier tes problèmes, tu oublies aussi ton corps, quoi. Oui. Et puis la dépression, c'est le début de la guérison, en vérité. Parce que c'est le point zéro qui dit, non, on arrête tout et on peut reconstruire autrement. Waouh. Sans retomber dans les mêmes problèmes, j'imagine. De préférence. Et tu disais aussi tout à l'heure, tu m'as parlé hors micro, tu disais les gens se mettent un nombre de masques faramineux où il y a un nombre énorme de personnes qui se mettent des masques dans la société. Ah mais je crois que tout le monde s'en met. Ce qui se passe, c'est que prendre la parole, donc communiquer verbalement, ça passe par le fait qu'on veut donner une image de soi-même et elle ne correspond en général pas du tout à l'image qu'on a de soi. La plupart du temps, on a une image très dévalorisée de soi et on veut donner une bonne image aux gens à qui on parle. Donc il y a un hiatus incroyable et ce hiatus on le compense en se cachant, donc on bouge les sourcils, on avance la tête, on fait plein de choses, étant entendu qu'il ne s'agit pas au final de rester immobile et froid, mais en se débarrassant de ces rideaux qu'on met, on peut arriver à avoir une expression qui elle est personnalisée, authentique, mais qui n'est pas tout le temps se cacher, par rapport à ce hiatus. En quoi froncer les sourcils, c'est un masque ? Ou bouger les sourcils ou... Parce que, en fait, quand on regarde les gens qui parlent, c'est pas du tout expressif. Hein, ça correspond, je peux pas dire à quoi précisément, mais à quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui ne correspond pas à ce qu'on est en train de dire. Il y a beaucoup le jugement de soi-même, cette petite voix qui commente tout. Et on dit quelque chose, la langue fourche et on commente tout le temps, dire « Oh mince, j'ai pas bien parlé, puis ma phrase, elle est pas bien construite. » Et du coup, ce commentaire nous empêche d'être présents à ce que l'on dit et ça occasionne tous ces petits mouvements. Et du coup, on n'est pas là, donc les gens n'ont pas envie de nous écouter forcément. Ah oui, moi je parle beaucoup avec le visage. Hein. C'est tout, on voit, mais... On peut parler avec le visage, mais il y a des choses qui ne correspondent pas du tout à quelque chose qui a du sens. Par contre, avoir de la lumière dans les yeux, ça c'est possible. Sourire, si c'est un vrai sourire, ça a du sens. C'est pas de ça que je parle. Tout à fait. Pour revenir sur accoucheuse de voix, il s'agit de sortir sa voix, mais c'est aussi... parce que ce qui comment dirais-je, verrouille la voix au niveau de la puissance vocale, puisque quand on était petit, on avait une puissance de dingue, on nous entendait à l'autre bout de la rue. Vrai que en général, on dit aux gens de parler plus fort parce qu'on les entend pas, on n'entend toujours rien. Donc il y a quand même un alors petit que souci. Les enfants, ils projettent. Voilà. Et puis cette matière sonore
une partie de la matière sonore de la voix est aussi enfermée dans le corps, c'est-à-dire dans des tensions corporelles qui correspondent au fait qu'à un moment, on a vécu des choses très très désagréables, des agressions physiques, psychiques ou des humiliations graves, et on s'est replié en position de défense. Et on n'a pas remis les choses à zéro. Pourquoi ? Parce que cette position de défense nous a sauvé la vie, entre guillemets. Et du coup, on ne va pas lâcher les armes qui correspondent à ça. Et le mental ne change pas une équipe qui gagne, donc on va rester là-dedans. Et moi, ce que je viens faire, c'est dire « Mais non, lâchons ces tensions-là ». Donc, c'est pas forcément évident à faire en travaillant sur le corps. Et en lâchant ces tensions-là, du coup, on se débarrasse au présent des séquelles de ces traumatismes du passé. Sans en parler, on raconte pas sa vie. Et du coup, on se redéploie, on prend sa place. C'est incroyable ce que me racontent les gens de ce qui se passe dans leur vie après les 8 séances qu'ils font avec moi. Même déjà après la première séance, ils osent dire non à quelqu'un, ils démissionnent, ils décident de faire le tour du monde, ils trouvent une âme sœur alors que ça faisait des dizaines d'années qu'ils étaient seuls. Enfin, c'est complètement fou. Parce que la différence avec la psychologie classique, par exemple, alors effectivement, il y a ce rapport pas sur de la thérapie, mais toi, par exemple, tu travailles sur le corps, la respiration. Tiens, juste avant que je pose ma question là-dessus, où est-ce qu'on peut te trouver les personnes qui pourraient être intéressées par ton cabinet ? Alors, je travaille à Paris, dans le 10e arrondissement, et j'ai un site internet. T'as un site internet ? Voilà, dont l'adresse est https://francoisenovac.com. francoisenovac.com. Voilà, je dis Francoise parce que c'est un C, il n'y a pas de cédille, donc ça se prononce francoisenovac.com. Tout attaché. Oui. francoisenovac.com. Voilà. Okay. Si on me cherche à accoucheuse de voix, Françoise Novac, accoucheuse de voix, sachant que mon nom s'écrit Nowak, il n'y a pas de C. Voilà. Et j'ai aussi une chaîne YouTube. T'as une chaîne YouTube. Voilà. Normalement, il y a le lien dans la description. Si vous êtes sur YouTube, vous devez le trouver en bas. Mais des fois, on oublie. Donc, sinon, allez directement voir francoisenovac.com. Ouais, ma deuxième question, justement, c'était ça par rapport au corps. Parce que le psychologue va travailler vraiment sur le mental, qui peut déjà permettre une compréhension du monde intéressante. Mais toi, sur le corps, ce qui est fou, c'est que la respiration... Là, je parle de moi, ce que j'ai vécu. Mais la respiration, effectivement, c'est dingue. J'avais déjà pu le ressentir quelques fois où j'avais fait du yoga ou tout ça. Tu prends le temps de respirer pendant 40 minutes, enfin faire des vraies respirations, et des trucs qu'on fait plus du tout dans notre culture occidentale aujourd'hui, et c'est extrêmement intéressant, parce que ça fait juste, tu sens la machine redémarrer. Oui, ce qu'il y a de différent, je pense, entre le yoga et ce que je propose, c'est que il n'y a pas les mouvements. J'accompagne les personnes à retrouver une respiration naturelle, parce que ces positions de repli nous ont aussi donné des habitudes respiratoires très très contraintes. Quand on respire vraiment bien, on relâche son ventre et non pas on le pousse en le gonflant, parce que ça c'est remettre une tension. Mais aussi on respire dans le dos, on a des poumons qui s'ouvrent dans le dos, on a les ailes iliaques, c'est-à-dire les deux parties de notre bassin qui s'ouvrent. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, c'est un truc de fou. Il y a même certains chanteurs qui chantent depuis longtemps sur des scènes, qui à un moment, alors qu'ils ont une carrière de je ne sais combien d'années, se disent « Ah, mais je respire pour la première fois ». Je dis pas que c'est avec moi qu'ils le font, mais ça arrive que la respiration, ça se libère souvent par à-coups, et c'est bien au-delà de ce qu'on appelle, et que j'aime pas du tout comme vocabulaire, respiration ventrale, parce que la respiration ventrale stimule les gens à pousser leur ventre, donc à se remettre dans une tension, alors qu'il s'agit juste de le laisser vivre. Mais c'est même pas vrai, parce qu'en plus c'est ouvrir les côtes. C'est pas que tu pousses pas le ventre normalement, juste tu respires en ouvrant les côtes. Alors on ne pousse pas le ventre, c'est le diaphragme qui descend et qui du coup fait une compression des viscères. Et comme notre ventre est incompressible, si on le comprime d'un côté, il va prendre du volume d'un autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Le diaphragme pousse vers le bas
et donc le ventre avance un peu vers l'avant. Mais c'est naturel. L'idée, et dans la voix, c'est enlever tout ce qu'on a fait en trop, tout ce qui est artificiel, et revenir au naturel. Donc je ne sais plus si j'ai dit, accoucher de sa voix, c'est donc accoucher de soi par sa voix. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la pratique que je propose, c'est qu'on va chercher finalement les souvenirs corporels de nos traumatismes, et ça, la verbalisation ne le donnera jamais. La psychanalyse, c'est génial. Toutes les psychothérapies verbales, c'est fantastique, mais ça ne n'ira jamais déloger quelque chose qui est inscrit dans le corps et qui s'est inscrit au stade préverbal. Je pars du principe, c'est un principe que je ne vais pas pouvoir parler dans un état normal de traumatisme au stade préverbal, qui est justement un stade où je n'avais pas la parole, je ne vais pas pouvoir le déloger par la parole. Par contre, le corps, lui, il a tout inscrit, il a la mémoire de tout. Donc si ces mémoires, on vient les déloger les effets de ces mémoires, les traces de ces émotions-là, eh ben on revient à quelque chose de serein et de rayonnant. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as évoqué, c'est vrai qu'en fait, notre position au travail, là par exemple, même là, on est quasiment dans une position de bureau, t'es pas dans une position où le corps est complètement à l'aise. Donc si tu fais 2 demi-journées par jour, où tu es en bureon, où en fait on a tendance à avoir une position où on va être plus courbé et tout ça, il y a beaucoup de problèmes de troubles neurosquelettiques, musculo-squelettiques. Oui, mais ces troubles musculo-squelettiques, ils sont liés au fait que déjà on a tendance à courber les chines, et cette courbure des chines, elle vient très symboliquement, on le sent, du fait qu'on a reçu des coups psychologiques ou physiques et qu'on s'enroule. Quand on regarde les gens dans la rue, les gens qui sont déployés, ça se repère. Il y en a très 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 peu. Mais en fait, c'est la position normale. Le fait d'être comme ça n'est pas du tout naturel. C'est un effet de notre vécu antérieur. Et retrouver cette souveraineté, on l'obtient par la voix. Parce que justement, quand on déploie sa voix, ça passe par le fait de redéployer son corps. Et du coup, c'est pas « tiens-toi droit ». Ça va se faire tout seul. Parce qu'on va se l'approprier par la voix. C'est passionnant. Et tu disais quelque chose tout à l'heure, comme si on revient sur la lenteur, justement, tout à l'heure je parlais dans les médias, encore plus aujourd'hui, avec l'ère TikTok, etc., il faut que tout aille vite. Les journalistes ou les animateurs sont poussés à faire des « oui, salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne », à parler le plus vite, le plus fort, le plus truc, faut être le plus drôle. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes les émissions des années 70-80, tu vois que les gens, leur rapport était beaucoup plus cool. Les interviews, que ce soit des interviews françaises ou des interviews américaines, tu voyais ou n'importe quoi, j'imagine. Mais quand je regarde les vieilles émissions, tu vois les gens être très calmes, très posés sur la voix. Ils parlent lentement, ils cherchent pas à placer le plus de mots en 1 minute. Tu vois, le différentiel avec ce qu'on vit aujourd'hui, ça m'intéresse toujours. Je me demande qu'est-ce que ça décrit de notre période. Et là, tu disais, toi, tout à l'heure, tu sens quand quelqu'un ne parle pas avec le cœur, tu me disais. Alors, il y a beaucoup d'infos. Alors, oui, je voulais réagir sur ce que tu disais là. Réagis sur ce que tu veux. Énormément. Alors, avant de parler avec le cœur, c'est plutôt parler dans l'authenticité, mais je voudrais réagir à l'idée de parler vite. Ouais. Il y a énormément de gens qui pensent que parce qu'ils vont dire les choses vite, les gens vont les écouter. Mais ça ne marche pas. Si je me mets à parler comme ça à toute vitesse, d'ailleurs il y a parfois des petits à la radio des obligations de texte. Qui écoute ça? Mais personne. C'est pas le fait de parler vite qui va faire que tu vas être écouté. C'est le fait que tu es tranquille, que tu respires, et là tu vas permettre à l'autre de respirer aussi. Et il va se mettre en empathie respiratoire avec toi, et il est dans une condition à t'écouter, parce que ce qui va rayonner de toi, c'est l'authenticité. Plus que parler avec le cœur, c'est parler vrai. Parce que c'est pas forcément raconter des choses gentilles, etc. Mais c'est parler vrai. Que ce qui sort de toi, c'est vraiment ce qui est
la réalité de ce que tu penses sans tout cet encombrement de façon de parler pour pas choquer, pour être conforme et avec cette voix qui juge, qui te dit ah mais oui mais si tu dis les choses comme ça, qu'est-ce qu'il va penser, et si tu te mets comme ça, qu'est-ce qu'il va penser. Je prends un exemple qui m'interpelle à chaque fois. Je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs et d'entrepreneuses où parfois pour pouvoir être vu de tout le monde, il faut se lever et il faut changer de place pour être vu de tout le monde. Eh bien, il y a une personne sur 100 peut-être qui ose se lever et se déplacer. Donc les gens préfèrent tourner le dos à 3-4 personnes et s'adresser aux autres, ce qui est quand même pas très sympa pour les autres personnes, c'est leur dire symboliquement je m'en fous de vous, vous m'intéressez pas, c'est pas pour vous que je parle. Alors que si tu te déplaces de quelques mètres, voire de 10 mètres, tu donnes la possibilité à tout le monde de te voir et de parler sereinement. Mais ça, c'est une liberté, une prise de liberté que les gens n'ont pas parce qu'ils disent « Oh là là, si je fais ça, les gens vont penser que je suis prétentieux et puis ils vont pas m'écouter parce que je vais me taire pendant 2 minutes et m'installer. » Mais c'est fou, c'est complètement fou. Moi, à chaque fois, je suis sciée de voir ça. Je suis sciée. Et en général, ça se passe après que moi, d'une certaine façon, j'ai donné l'exemple et osé le faire. Donc, j'ai ouvert un chemin. Et bien, malgré ça, les gens, ils restent bien confinés dans la petite boîte où ils pensent qu'ils ont le droit d'être, mais surtout pas de sortir de la boîte. Mais toute notre éducation amène à ça. Et puis, le fait d'aller vite, dépêche-toi, on est en retard, c'est aller toujours plus vite que la musique. Dès l'enfance, on est là-dedans. C'est terrible. C'est fascinant. Et on n'est pas une machine, donc on ne peut pas réagir à une demande façon presse-bouton. Si quelqu'un te demande quelque chose, j'ai besoin d'intégrer la demande, de respirer et ensuite d'y aller. Mais qui fait ça? Mais c'est terrible, terrible. C'est dire à quel point on est vraiment coincé dans sa boîte là, Mais avec la voix, le travail sur la voix, on en sort. D'ailleurs, j'adore proposer aux gens parce que des fois, les gens, je leur propose de faire quelque chose. Ouais. Ils oublient que quand ils ont appris à marcher, ils sont tombés 2000 fois en moyenne avant d'y arriver. Et ils s'imaginent que maintenant qu'ils sont grands, quand on demande de faire quelque chose, forcément, si on n'y arrive pas au bout de la 2e fois, on est nul. Ben non. Il y a vraiment un apprivoisement et puis aussi le fait de lâcher le mental qui ne veut pas sortir de nous laisser sortir de nos sentiers battus. Donc parfois, les gens se sentent dévalorisés à tort et ça les rend nerveux et presque agressifs. Et donc je leur propose de dire « Ah, la Novak, il y en a marre de l'exercice que tu proposes, ça suffit comme ça. » Et je les invite à faire ça. En général, tu les invites à t'engueuler. Mais exactement. Ça change tout. Quand ils osent le faire, ils prennent un plaisir. Et donc, ils commencent à sortir de leur petite boîte. Et le fait d'avoir osé faire ça dans cette session où on est maximum 5 personnes, puisqu'il y a 4 personnes qui passent les unes après les autres et donc qui constituent un auditoire pour la personne qui passe, le fait d'avoir osé ça dans ce cocon-là, ça va faire qu'ils vont oser dire ce qu'ils ont à dire à l'extérieur. Et c'est ce qui se passe, c'est assez merveilleux. Waouh, tu t'en fous, qui t'engueulent du moment que derrière ils osent dire non en dehors du cabinet. Au contraire, c'est merveilleux parce que je vois les sourires, le plaisir et en plus la voix se déploie. Donc, ça y est, ils osent être qui ils sont, sortir de cette boîte qui ne leur correspond pas. Personne n'est un parallélépipède rectangle. On s'est mis dans des boîtes comme ça, mais ça nous convient pas. Puis chacun, on a besoin de son propre espace. Non, au contraire, c'est jouissif pour moi. Donc pour toi, c'est pas naturel, ce côté où on se met dans des boîtes, c'est la culture, c'est la société. C'est notre éducation. C'est nous-mêmes les premiers qui ne disons pas stop à ça.
Bah oui, mais parce que c'est quand même, comme on a été pétri de ça, c'est pas évident de dire stop à ça. Pétri Déjà, de ça depuis tout petit, l'éducation. C'est même les parents qui t'apprennent à... Alors j'ai un parcours atypique. J'ai été prof de maths. Waouh. Je suis. T'as vu l'éducation nationale. Je suis partie en courant de l'éducation nationale parce que j'étais prof de maths. Comme tant d'autres en ce moment. Oui, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, parce que là, les choses se sont dégradées un peu différemment. Mais pour moi, être professeur de mathématiques, c'était donner les moyens aux enfants de faire des raisonnements qui leur permettaient de savoir les conséquences de leur choix. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Si je fais ça, alors il va se passer ça. Et donc, de leur donner de la liberté. Je me suis rendu compte que c'était exactement le contraire. Et ça commence notamment par le fait de faire asseoir 8 heures d'affilée des enfants, alors qu'un adulte, quand il travaille dans un bureau, il a besoin au bout d'une heure et demie d'aller fumer une cigarette, boire un café, boire un verre d'eau, se lever, d'aller aux toilettes, de discuter avec ses collègues 5 minutes pour se rafraîchir les neurones. Et les enfants, ils ont besoin de beaucoup plus de mouvement que ça. Et on les coince avec ça. Mais comment c'est possible ? Rien que ça, c'est insupportable. Et par ailleurs, le système qui consiste à mettre tout le monde dans un même entonnoir fait que, au bout de quelques années, ceux qui n'ont pas compris, même très vite, quelque chose, ils n'arrivent pas à s'en sortir l'année d'après, et après on les jette à la poubelle. Merci, moi j'ai pas envie de participer à ça. Donc je suis partie. Donc j'ai vécu 6 ans de professorat dans l'éducation nationale avec un CAPES de maths. Et c'est terrible. C'est fascinant. Tout amène à coincer les gens, à les mettre vraiment dans des contraintes délirantes. Ce serait bien qu'on ait la culture de développer petit à petit. Je pense qu'effectivement, on en est tellement loin d'avoir la culture, comme tu dis, d'oser sortir de la boîte. Ouais. En fait, pour moi, c'est ça la bonne philosophie. L'être humain, il a besoin de liberté. Il a besoin de 2 choses, de liberté et de personnes qui sont à côté de lui en train de lui dire « Vas-y, va là-bas, tu vas te casser la gueule, mais on sera à côté de toi pour t'aider à te relever. » Et en même temps, il faut donner un cadre. C'est pas faire n'importe quoi. C'est intéressant d'avoir un cadre parce que le cadre peut être rassurant aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait même plus c'est quoi un bon cadre. Dans ce que je propose, il y a des protocoles. Mais voilà, c'est aussi dans un protocole qu'on peut trouver de la liberté. Tu pourrais la dupliquer d'ailleurs, ta méthode à d'autres, ou former des plus jeunes, ou ce genre de trucs, ou d'autres pas... Vu mon grand âge... N'importe quoi. Je cache bien mon jeu. Je serais ravie si quelqu'un me disait j'aimerais profiter de ton... Oui. Alors je pense que je compte écrire un bouquin. Et je pense commencer à m'y mettre dans pas longtemps. Mais en même temps, c'est pas évident de transmettre, parce que c'est du vécu, de l'apprentissage et du vécu. Et puis aujourd'hui, en même temps que je sais plein de choses, il y a aussi j'ai des flashs. C'est-à-dire que, justement, comme je suis connectée aux personnes que je fais travailler, je pense que ces personnes me transmettent une information, mais qui passe ni par leur mental ni par le mien, me disant « Tiens, fais-moi faire ça ». Je leur fais faire ça, et là, il se passe des trucs absolument dingues. Je peux te donner un exemple. J'ai fait travailler une avocate qui était extrêmement retenue. Elle ne souriait jamais. Waouh. Et à sa 7e séance, je lui ai proposé un exercice que j'ai inventé pour l'occasion, qui consistait à faire la mijaurée du 16e arrondissement, étant bien entendu qu'il y a des mijaurées ailleurs que dans le 16e, et qu'il n'y a pas que des mijaurées dans le 16e arrondissement. Donc je lui donne un exemple que je vais faire là. Oh, je fais un cabou de la semaine avec mon petit caniche. Oh, j'aimerais vous inviter. Est-ce que vous voudriez venir? Ce qui permet d'ouvrir à l'intérieur et d'émettre des sons aigus, comme ça.
Ah, ça a dû être... Et je lui ça l'a propose fait sortir ça. de sa zone de confort, là. On reviendra sur le terme zone de confort aussi, si tu veux. Je pense que c'est de sa zone d'inconfort, en fait. Donc, elle essaye, mais je vois qu'elle est... elle y va pas, elle se rapetisse de plus en plus. Donc, évidemment, je lui fais terminer sa séance autrement. Et puis... Donc on se quitte et à la 8e séance, je la vois arriver, métamorphosée. Un sourire jusqu'aux oreilles et ça fait j'ai dit que je n'oublierai pas ta séance, mais c'était vrai aussi de cette personne-là. Je lui ai proposé de marcher en canard dans la salle en chantant à tue-tête. Elle l'a fait en rigolant aux éclats. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était la première fois que tu la voyais sourire ou rigoler. Ouais. Wow. Et accepter de faire un truc en rigolant. Arrive le bilan, et là, d'office, elle me dit, tu te souviens de la 7e séance? Et là, je lui dis, tu parles que je m'en souviens. Pour moi, c'était un échec. Et là, elle me dit, c'est quand même incroyable, parce que figure-toi que je suis fille de boucher dans le 16e arrondissement, et que quand tu m'as proposé de faire cet exercice-là, il y a tout mon passé qui m'est revenu. Et notamment que mes parents m'en voulaient de fréquenter des gens qui n'étaient pas du tout de notre milieu, donc j'étais un peu traître à la patrie. Et de l'autre côté, les clients de mes parents voyaient d'un fort mauvais œil que la fille de boucher veuille prétendre à devenir avocate. Au point qu'une personne, un jour, une cliente m'a prise à part en me disant tu sais, ma fille a essayé, elle n'y est pas arrivée, donc tu te doutes bien que tu n'y arriveras pas. Tu ferais beaucoup mieux de faire des études d'esthéticienne. Sympa. La lune des classes, c'est pas fini. Hein. Donc elle me dit, tout ça m'est revenu, j'en ai fait des cauchemars la nuit d'après, ça m'a vraiment tourné en tête jusqu'au moment où je me suis dit, merde, ouais, je suis fille de boucher dans le 16e, et alors, j'ai quand même le droit d'être avocate, et j'en ai rien à foutre. Et ça a complètement transformé tout le reste. Je m'en arrête là, hein, parce que dans sa vie, ça a encore changé plein de trucs, mais un truc de fou. Donc pourquoi je lui ai proposé ça ? C'est pas parce que je suis géniale, c'est juste que je suis connectée et que, d'une manière inconsciente, quelque chose en elle a dit en quelque chose en moi, fais-lui faire ça. Et ça arrive tout le temps hein, avec les gens. J'invente, c'est pas que j'invente, c'est que je pense que les gens me disent, fais-moi faire ça, mais ils me le disent pas consciemment, je ne le reçois pas consciemment, je leur propose ça et ça fait des changements phénoménaux. Parce que quand tu pousses leur corps justement à se mettre dans cette position qui les fait revenir à du plus vrai, les choses remontent. Bah oui. C'est fou, hein. Incroyable. Une fois, j'ai fait travailler un jeune homme qui, alors il était, je lui avais proposé de s'allonger pour se détendre, justement commencer à respirer de façon beaucoup plus sereine, et il avait les doigts comme ça. Ok, waouh, c'était même pas il serrait les dents là. Il était allongé et il avait les doigts comme ça. Okay. Donc avec son accord, j'ai proposé à 2 autres personnes qui étaient là, l'une de lui mettre sa main gauche sur sa main droite, l'autre de lui mettre la main droite sur sa main gauche. Et bon, il s'est détendu, il s'est passé plein de choses que je vais pas raconter là. Et quand il s'est relevé, il a dit ce qui s'est fait en 2 temps, parce que enfin bref, je ne vais pas trop m'étaler. Il a dit j'ai envie de partager avec vous quelque chose que je n'ai jamais dit avant, autrement qu'à des psys. Il a dit quand j'ai détendu mes mains comme ça sous les mains des autres, là, ça m'a rappelé que j'ai été violée par mon frère quand j'étais petit. Voilà. Et il n'y a pas tout le temps des choses comme ça qui arrivent dans mes sessions, hein. Mais voilà, de temps en temps, il y a des gens qui ont besoin de poser quelque chose qui les a évidemment beaucoup meurtris et qu'ils ont besoin, alors cette fois-là, d'exprimer verbalement, mais parce qu'il s'est passé quelque chose corporellement qui a fait que cette fois-là, ils vont vraiment évacuer. Ils ont déjà travaillé ça, par exemple, en thérapie verbale, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé qui va larguer une amarre encore de ça qui est inscrite dans le corps. C'est magnifique. Enfin, c'est horrible, mais c'est magnifique de mettre des mots dessus, que ça fasse. Ça peut être cathartique. Oui.
Et puis on est dans un cocon. Les personnes qui sont là sont très émues de ce qui se passe. Il y a des gens qui, assistant à la séance de quelqu'un, se mettent à pleurer par empathie parce que ça leur raconte quelque chose qui fait écho chez eux et qui va en même temps s'en aller. C'était une des questions que j'avais avant qu'on termine. C'est passionnant, j'ai encore des petites questions, mais pour aller rapidement. D'où vient cette idée de faire du travail collectif comme ça? Parce que les gens se mettent vraiment en position vulnérable. Et t'es en groupe, ça pourrait bloquer, mais en même temps, ça permet de créer cette dynamique de confiance avec les autres. C'est presque anormal dans le bon sens du terme, dans une normalité nulle qu'on a aujourd'hui, des fois. Alors, quand il y a des gens qui sont tellement amochés, entre guillemets, qui se sentent même pas la possibilité de faire un travail avec une deuxième personne. Donc, je les prends au solo, mais à un moment, je leur propose de retourner en groupe. Mais le groupe a ceci d'extraordinaire, enfin de très bien, c'est que il s'agit quand même de la voix. La voix, c'est notre identité communicante. Donc, c'est bien d'avoir un auditoire. On est dans une situation réelle, grâce au fait qu'il y a une deuxième, une troisième ou une quatrième personne à qui on parle. Donc, ça va chercher justement nos difficultés à nous exprimer en public. Et puis, il y a des choses très intéressantes qui sont nos neurones miroirs. Quand on regarde quelqu'un travailler, nos neurones fonctionnent comme si on travaillait à la place de cette personne. Donc déjà, on est travaillé par la séance de cette personne, et quand on va passer à son tour, il y a des choses qu'on va comprendre, c'est-à-dire prendre avec soi, non pas intellectualiser, mais prendre avec soi, embrasser. C'est pas mental, grâce au fait qu'on a assisté à la séance de quelqu'un d'autre et qu'on a senti déjà des choses. Et puis à la fin il y a un certain nombre d'autres choses, mais les choses les plus importantes, c'est qu'à la fin, on fait une sorte de bilan. J'invite chaque personne à dire ce qu'elle a vécu de positif à travers sa séance. Que du positif, là on ne parle que du positif, et à dire à chacune des autres personnes ce qu'elle a observé comme transformation positive chez elle. Donc on ne partage que du positif. On est tellement habitué à ne parler que du négatif et à sabrer. S'entendre dire par les autres ce qu'ils ont vu de positif sur ce qu'on a fait dans notre séance, ça peut vraiment transformer les choses et en plus transgresser des tabous. Je prends un petit exemple, des gens qui, je fais une petite mime, qui parlent comme ça, qui passent leur vie à s'excuser d'exister. Ça t'ennuie pas si je mets mon truc là, vraiment Donc on les entend pas. J'ai des très bons arguments physiques pour faire émerger la voix. À tous les coups, ils s'excusent à la fin en disant « Oh, j'ai hurlé, pardon, c'était horrible !» Et les autres disent « non, qu'est-ce que c'était bien d'entendre ta voix, enfin t'étais là !» Donc ça veut pas dire que le lendemain, ils vont repartir comme ça, dire bonjour à leur chef en osant donner la voix. Mais ça va faire, on a planté une petite graine, quoi. Donc à un moment, ça va débloquer le processus. C'est passionnant de parler de ces choses-là. Avant qu'on termine, tu disais... Je peux revenir sur le... On revient sur tout ce que tu veux. Comment dire, sortir de sa zone de confort. Ah oui. Je grimpe au rideau. Mais non, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sortir de sa zone d'inconfort. Sauf que cette zone d'inconfort, cet inconfort avec nos problèmes qu'on connaît, mais on les a caressés dans le sens du poil, on les a apprivoisés, on les gère. Mais il s'agit bien de sortir de cette zone d'inconfort pour aller vers sa zone de confort, sauf que entre les deux, on fait un chemin où on a baissé les armes et où on ne sait pas vers quoi on va. Et on va vers sa lumière. On a tellement peur de sa lumière, comme disait Mandela citant je ne sais plus qui. Notre ombre, on la caresse, on la connaît, on est habitué à rester avec. C'est notre lumière dont on a peur. Et puis de sortir, d'aller sur un chemin qu'on ne connaît pas pour aller vers soi. Et
le mot confort, j'adore l'étymologie, il vient de cum en latin qui veut dire avec, et de fort qui parle de la force. Donc on va vers nous-mêmes où on est avec notre force. Et voilà, c'est son confort, c'est quand on est avec notre force, mais pas une force brutale, une force tranquille, une force déployée dans la souveraineté. Passionnant. Tu disais tout à l'heure, hors micro, le conférencier qui essaie de parler, mais des fois on part dans notre tête. Oui. Parce que lui, par exemple, ne va pas avoir... Il met quoi? Il met une distance avec son authenticité? Alors, je dirais pas ça comme ça, mais... Ouais, comment tu le dirais? Je dirais, il y a des conférenciers qui veulent parler vite. Tout ça, c'est lié à un manque de confiance en soi. Hein. Ouais. Prendre le temps de parler, au contraire, ça va faire qu'on est écouté. Et quand on n'a pas confiance en soi, souvent on respire très peu. Je parle, je prends une toute petite respiration. Et comme on est des animaux empathiques, en face, on se cale sur sa respiration. Oh. On se sent tout à fait inconfortable dans cette respiration. Et courage fuyant, on part dans ses pensées. Donc le discours peut être génial, merveilleux, intéressant, pédagogique, très bien construit. Eh ben, personne n'en profite. Alors que dans un marché, on s'arrête pour écouter un bonimenteur ou une bonimentrice qui part d'un produit qui ne nous intéresse pas, qu'on ne va pas acheter. Pour autant, on reste là jusqu'au bout et on ne perd pas une miette du descriptif du produit qu'on n'achètera pas. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Et quand on respire et qu'on est là, qu'on ose être qui l'on est, finalement, on dit les choses et ça passe, quoi. Et on peut les dire très lentement. On peut faire des silences, non pas calculer. Il y a des gens, oh là là, certains coachs vocaux qui disent « Tu parles trop vite, alors à chaque phrase, tu comptes 2 secondes. » Oh, c'est impossible à faire. C'est impossible à faire. Ça veut dire qu'on est totalement dans son mental. Ah oui. C'est impossible. Déjà, le stress qui a parlé fait que c'est pas possible. Et c'est quoi? Ça veut dire qu'on réagit comme une machine? Ben non. Des fois, il est logique, naturel de s'arrêter 2 secondes. Des fois, c'est 1. Des fois, ça peut être 3, parce qu'on réfléchit. Et le mental, justement, t'en parles beaucoup. Tiens, on va finir là-dessus. Le mental. T'en parles beaucoup, on en parle de plus en plus dans beaucoup une culture un petit peu qui revient sur une forme de spiritualité pour revenir au corps. Qu'est-ce que toi, t'aimes dessus? Qu'est-ce que t'aimerais partager? Alors, notre mental, on en a besoin. Hein. C'est pas acheté à la poubelle. On a besoin de réfléchir, d'organiser sa pensée, d'organiser son discours aussi. Mais quand le mental est roi et qu'il nie le corps, on est désincarné. Incarné. Ça veut dire dans la viande. J'adore ce mot. Carneria en italien, c'est la boucherie. S'incarner, c'est être dans sa chair. Et là, on parle... ce que l'on dit est censé, j'ai envie de dire. Sinon, c'est que du jus de crâne. D'ailleurs, on le voit bien. On le voit bien dans les décisions politiques de gens qui n'ont été formés que à des écoles genre ENA où on te fait faire une démonstration de n'importe quoi sur n'importe quoi. Les décisions prises sont terrifiantes, complètement contre-productive. À une époque où j'ai eu un autre métier, où j'étais responsable du développement de la musique et de la danse en Meurthe-et-Moselle, c'était l'époque où les hauts fourneaux ont été démantelés. On a quand même proposé aux gens qui travaillaient dans les hauts fourneaux d'œuvrer à casser leur outil, leur usine, sans prendre la mesure que ça pouvait être suicidaire pour eux. Comment on peut proposer des choses pareilles? Ah oui, comme ça on les payait, c'était rentable. Mais comment prendre des décisions pareilles? C'est effroyable. Et bon, il y en a plein d'autres aujourd'hui, comme ça. Donc en fait, pour toi, le mental est un outil aujourd'hui qui est trop utilisé en général, qui va justement... En fait, c'est un couteau qu'on ne s'arrête jamais de couper de la viande. On est toujours en train de
de faire mouliner Mais là-haut. c'est toujours la protection on s'est mis dans une position de défense, donc le mental tourne tout seul dans une dénégation totale du corps, au lieu de remettre les choses d'aplomb au niveau corporel et être un véritable être humain, quoi, dans une belle unité, corporalo, mentalo, esprito, cœuresque. C'est intéressant. Tous ces mots n'existent pas, mais Cœuresque. Bon, on va essayer de le pousser pour qu'il arrive dans le dictionnaire. Cœuresque. Bon. Tu penses que je change de sujet juste avant qu'on termine, j'essaie de poser les questions qui... Oui. Vas-y, shoot. Quand on prend sa place, en accouchant de sa voix, on accouche de soi et on prend sa place. Quand on prend sa place, quand on trouve sa place, on n'a pas envie de piquer la place des copains. On a plutôt envie d'aider les copains à prendre la leur. Donc ça remet des relations vertueuses dans la société. C'est quand même pas mal, surtout aujourd'hui. C'est magnifique, Françoise, mais il faut voir aujourd'hui à quel point on en est loin. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le commerce et tout type d'entreprise purement financière et qui juste me disent « Mais Romain, tu te rends pas compte à quel point on traite avec tout un type de boîtes qui font que des réunions où rien ne sort, ils te font que des PowerPoint. Il n'y a pas de but. Eux, ils sont payés pour montrer des projets et on les prend pour faire du conseil, mais en fait, il n'y a rien de conseil qu'ils amènent que des projets qui ne seront jamais faits, etc. Oui. Et donc, on en est dans ce monde-là, on en est dans ce monde de réunionite aiguë, où finalement, il faut voir à quel point on est déconnecté de... On ne va pas te parler de projets avec le cœur dans ces trucs-là. Là, c'est que du mental, justement, et c'est que du fake. Et même... Jus de crâne. Ah, jus de crâne, exactement. Et en fait, c'est très bien ça, j'aime bien, jus de crâne. Et en fait, c'est qu'un truc où justement, on va essayer de, comme tu dis, pour les petites assurances dans la publicité, notre offre est limitée dans l'offre des conditions disponibles, des stocks disponibles. On va essayer de te parler le plus vite. Parce qu'en fait, on n'aura rien à faire d'être... Il y en a beaucoup qui n'ont rien à faire d'être compris. S'ils n'ont rien à faire comprendre. Puis c'est très souvent, on met la responsabilité de l'échec sur les gens à qui on explique comment il faut faire. Ou pas faire. Ma question là-dessus, c'est, avant qu'on termine, comment tu vois l'évolution du monde des médias ? Parce que nous, par exemple, en parlant lentement, etc., j'ai des collègues qui parlent rapidement. Est-ce que tu penses, tout ça, on va nous dire, oui, c'est pas passionnant, etc. Puis les gosses, aujourd'hui, tu sais, t'as ce truc où la génération TikTok, elle va tellement loin, j'avais même pas compris. Ça, il y avait le film Vaiana, par exemple, qui est le deuxième film Vaiana qui était sorti, là, il y a un an, où, quand je suis allé le voir, tu ressors, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il n'y a que des trucs qui pop-up partout. Toujours un nouveau truc. À la fin, 1h30 de ça, on était en mode... j'ai vécu une tempête d'informations. Et en fait, on m'a dit, ah oui, mais ça fait partie de la culture de TikTok où il faut toujours une nouvelle information. Du coup, on a habitué les gosses, les nouvelles générations... C'est du rinçage. Ouais, c'est du surmentalisme. C'est-à-dire que c'est la nouvelle génération de... Il faut toujours avoir plus de trucs captivants. Oui, mais c'est la machine à laver. Hein. Est-ce que tu penses que justement, on va pouvoir arriver à créer du contenu passionnant en revenant sur du plus calme ? Je dis pas nous, Nexus, je dis toutes les chaînes c'est intéressantes que peut y avoir sur YouTube. Est-ce qu'il y a possibilité de sortir de ce TikTokisme ? Alors moi j'ai envie de... T'es pas spécialiste des médias, mais j'ai été journaliste aussi. Mais t'as eu combien de vie ? Elle a aussi été agent secrète. Quand je dis que j'ai un certain âge, c'est la vérité. Alors il y a deux choses dans le journalisme, c'est que le journalisme... Alors pigiste, moi j'ai été dans la presse écrite, hein. On te paye à la longueur du papier, chercher l'erreur. Parce que plus un papier est petit, plus il est long à écrire. On te paye pas l'info, mais on te paye. Oui. Voilà, donc c'est du pouce au crime pour faire de la recopie des conneries des copains. Donc ça, moi, j'appréciais pas, mais c'est vrai que survivre est très difficile. Et puis quand même, on se rend compte dans la presse écrite que des journaux comme 21 ou comme Oui Demain, ils font des articles longs et que ça fonctionne. Donc... c'est un peu comme... voilà.
c'est pas le fait de remâcher toujours les mêmes trucs à toute vitesse qui fait que les gens sont impactés par ce qu'on dit. C'est la même histoire que je vais à toute vitesse pour dire et je vais être écouté. J'ai peur de pas être écoutée si je vais pas assez vite parce que j'ai tellement peu confiance en moi qu'ils vont pas m'écouter jusqu'au bout. Mais ça, on obtient exactement le contraire. C'est saoulant d'entendre des gens qui parlent à toute vitesse et qui respirent pas. En radio, t'as peur du silence. Mais tout le monde, les gens ont peur du silence. Oh. Les gens ont peur du silence. Qu'est-ce qui va se passer dans le silence? Et même t'es à table avec Je des amis. vis, je regarde la personne, il se passe des choses. C'est génial, c'est comme dans la musique. Imaginerait-on une musique sans silence où il y a des notes tout le temps? Mais c'est plus de la musique. On dit à propos de Mozart que quand un morceau de Mozart s'arrête, le silence dans la musique de Mozart, c'est encore du Mozart. Mais bien sûr, s'il n'y a pas de silence, il n'y a plus rien. Ça, c'est on débite. C'est une mode, hein. C'est une mode. Oh. Mais c'est un étourdissement. C'est passager, tu penses? Je sais pas, c'est un étourdissement général. Il y a quand même des comportements suicidaires dans notre société. Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout? J'espère bien que non. En tout cas, moi, je participe avec ma petite goutte de colibri à quelque chose de différent, à quoi je crois. Magnifique. Voilà. Françoise Novak, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, Romain. J'adore. Ça permet de repenser. On a beaucoup parlé de moi, ce que je connaissais, de ce que j'ai pu expérimenter, tout ça, mais je pense qu'il y a encore... On pourrait faire 15 émissions différentes, parce qu'il doit y avoir tellement de richesse dans l'accouchement de voix. Mais déjà, c'était un bon... voilà. On a pu bien approfondir. Je vous rappelle, le dernier magazine est en kiosque et tu as francoisenovak.com. Oui, alors donc avec HTTPS devant. Oui, voilà. C'est toujours. Non, mais parce que oui. Avant, l'adresse était différente. Ah, d'accord. Et si on va chercher avec www.francoisenovak.com, ça marche pas. En tout cas, moi, quand je cherche, ça marche pas. Si tu te trouves sur un moteur de recherche, je pense que ça marche. Ouais. C'est ça. Faire. Ouais. Accoucheuse de voix, il n'y en a pas beaucoup. Et ceux qui n'ont pas Internet, ils peuvent te trouver sur un autre moyen, t'avais dit? Ceux qui n'ont pas... Admettons, t'as pas Internet. Non, on peut te trouver autrement ou... Non. Tu veux dire donner un numéro de téléphone? Ah non, mais tu vas pas donner un numéro de téléphone là. Non. Oui, non, il n'y a pas de... Non, t'es obligé de trouver, il n'y a pas un annuaire, non. Ah, un annuaire? Non, j'en sais rien. Non, donc c'est Internet. Ah, bah... non, c'est ton site Internet. Ou un réseau social. Mais oui, je fais partie d'Optime Réseau. Je fais partie des membres d'Optime Réseau. On peut me trouver aussi là-dessus, par exemple. Ouais. Oui. T'as pas les réseaux sociaux, sinon... je suis sur LinkedIn, bah bien sûr. LinkedIn, voilà. Ah oui, suis-je bête. Je savais pas, je posais juste la question comme ça, mais des fois les gens... Je pensais adresse courriel ou numéro de téléphone, c'est pour ça. Les gens pensent maintenant plus à aller des fois sur des réseaux sociaux que sur des sites internet. Je suis sur LinkedIn. Nexus.fr, je le dis tout le temps, parce que sinon les gens... Oui, je suis sur LinkedIn. Des fois, je poste des trucs. Mais en tout cas, ça peut permettre de te trouver et de t'envoyer des messages. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de Nexus.fr, vous pouvez aller dessus pour commander le dernier Nexus ou aussi pour commander les places pour le 5 septembre. C'est la soirée des 25 ans de Nexus. On vous attend, venez nombreux. Merci à vous. Merci encore Françoise et à bientôt. Merci à toi.